Vous savez, il y a ce mantra classique du style oui, pas de résolution de conflit sans solution politique. Bah oui, Ouais. oui, effectivement. Or, qu'est-ce qui se passe? En 2015, très laborieusement, ont été conclus ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui étaient censés pacifier l'échiquier politique malien, avec des distensions terribles entre le nord, et notamment les populations touareg, souvent irrédentistes, et le sud de ce qu'on appelle, par un raccourci atroce, le Mali utile. Bien, comme si l'autre était inutile. Mais le problème, soyons là aussi très clairs, entre le fait de signer sous pression extérieure, y compris celle de la France d'ailleurs, un texte auquel on ne croit pas, et le fait de l'appliquer, Oui, bien il sûr, y a il y a une évidemment Ouais. un abîme. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, il y a tellement d'arrière-pensées qu'aucun des acteurs de cet accord n'a vraiment été jamais déterminé à en supporter les conséquences. Qu'est-ce qu'attendent de nous les populations? Alors là, ça c'est un élément absolument crucial et il est important d'en dire un mot très, très brièvement. Des amis maliens m'envoient très régulièrement des liens sur des sites, des extraits de quotidiens ou bien des comptes Facebook, réseaux sociaux, etc. Eh bien, la dégradation de l'image de la France et du dispositif Barkhane est spectaculaire Pour quelle et raison? s'accélère. Parce que vous avez un discours complotiste qui est amplement instrumentalisé par des leaders locaux, religieux ou politiques, sur le thème exactement ce qu'on dit tout à l'heure, mais enfin, avec toute cette puissance de feu, ils ne sont pas capables d'aller neutraliser, anéantir trois Gugus avec... Donc, c'est qu'ils sont complices. Et derrière ça, il y a le grand fantasme du projet néocolonial. Et j'ai encore entendu, et on voit ça sur des vidéos, des gens vous expliquer doctement que derrière tout ça, il y a la formidable duplicité de l'ogre français qui, en fait, convoite des ressources souvent fantasmées d'ailleurs. Oui, il y a de l'or au Mali, mais on vous explique aujourd'hui qu'il y a des réserves de pétrole formidables, de l'uranium, du phosphate, tout ce que vous voulez. Fantasme, chimère, mais dans une opinion chauffée à blanc par la frustration qui est la sienne de voir cette impuissance, eh bien ce type de discours parfaitement instrumental et d'une perversité absolue fonctionne. Armelle Charrier, pourtant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été applaudis. Hein. Oui, mais justement, c'était toute la difficulté du départ, c'est-à-dire qu'on voyait une armée qui était victorieuse. On se souvient des images de François Hollande allant à Tombouctou, la plus belle ville qui soit du désert. Enfin, on est toujours en pamoison devant cette ville-là. Qui était sur le point de tomber. Qui était sur le point de Qui tomber. était tombé, qui venait d'être libéré. Et donc, tout de suite, en fait, il y avait cette idée-là qui était de dire attention, on est une armée victorieuse, mais si on ne sait pas partir à temps, on va devenir une armée d'occupation. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans notre dilemme. C'est-à-dire que si on répond à la question militaire, il n'y a pas de souci, on sait régler ces questions-là avec un certain temps. Mais derrière, il faut bien la coupler avec une réponse politique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a libéré un pays, une fois qu'on a coupé effectivement certains réseaux de djihadistes, etc., on fait quoi si on n'a pas un système politique qui marche, avec une tête qui marche? On fait quoi si on n'a pas une police? Parce qu'aujourd'hui, on a des missions militaires qui s'apparentent beaucoup à des missions de police. Si on n'a pas, à un moment donné, si on ne va pas aller arrêter du grand banditisme, si on n'a pas des prisons pour mettre les personnes autour. Et donc, vous voyez, c'est là que ça devient complexe. Une aussi des qualités de Barkhane, c'est aussi d'avoir réfléchi avec des politiques sur la façon dont on arrivait maintenant à mettre des armées africaines en place. Et c'est vrai que là, on est aussi en train de partir d'assez bas, parce que quand on était au Mali, l'armée malienne, elle n'existait quasiment pas. En plus, avec une vraie peur entre les armées, les Bambara en bas et les Touaregs en haut. Donc là, on se retrouve effectivement dans cette zone-là. Et pour autant, on est en train de greffer quelque chose, ça marche mal. Mais c'est là, en fait, où les militaires répondent, il nous faut donner du temps. Parce qu'on ne fait pas les choses en 2 secondes. Il faut apprendre, effectivement, à avoir des combattants. Il faut avoir effectivement, comment est-ce qu'on fait travailler des pays ensemble. Donc, il y a eu l'idée du G5 Sahel. Faire travailler des pays ensemble dans des régions. Regardez, en Europe, c'est déjà difficile. Pourquoi une partie des Maliens veulent-ils que les soldats français rentrent en France? Bien, ça renvoie donc à ce grand fantasme collectif que j'évoquais tout à l'heure. Il y a le ressentiment légitime de voir ce qui apparaît comme une sorte d'inefficacité opérationnelle, d'impuissance. Que font-ils là si ceci n'enraye en rien le projet terroriste? Et puis il y a le fait que des frustrations sociales qui tiennent aussi au sort des uns et des autres, eh bien, rendent très perméable à toute la logique conspirationniste qui fait de la France non seulement le complice, mais d'une certaine manière l'acteur d'un projet funeste qui est celui de l'essor djihadiste. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui montre que plus le Malien est au contact de Barkhane, plus il l'apprécie. Oui. Plus il en est loin, plus il est sensible à il ses déprécie thèses. l'image. Allez, que pense la grande muette de ses engagements au Sahel?